L'eau, c'est la base, non? Mais on a tellement l'habitude de juste ouvrir le robinet qu'on oublie assez vite à quel point c'est une ressource précieuse. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience de pensée. Imaginons un instant un scénario totalement dystopique où l'intégralité de notre eau potable sur Terre disparaîtrait, goutte après goutte. Que se passerait-il exactement si nos réserves mondiales d'eau potable chutaient lentement, inexorablement, jusqu'à atteindre un fatidique 0%? C'est le scénario catastrophe absolu et c'est ce qu'on va décrypter en détail aujourd'hui pour vraiment comprendre les enjeux autour de notre ressource la plus vitale. Au programme de ce décryptage, on part de 100%, l'eau douce d'aujourd'hui. Puis on descend à 80% avec notre gaspillage quotidien, 50% où les inégalités explosent, 10% avec les guerres de l'eau pour finir au terrifiant 0%, le mode survie absolu. Étape 1. 100% l'eau douce aujourd'hui. Regardons les choses en face. Sur notre belle planète bleue, l'eau potable, c'est à peine 3% de toute l'eau disponible. C'est complètement fou quand on y pense. Les 97% restants, c'est de l'eau salée totalement inutilisable en l'état pour nous hydrater ou faire pousser nos cultures. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que notre eau fonctionne en circuit fermé depuis toujours. Des archéologues ont même trouvé au Canada, à 3000 mètres sous terre, des poches d'eau vieilles de 2 milliards d'années. Le cycle de l'eau est constant, ce qui veut dire, très littéralement, que l'eau qui coule dans nos veines aujourd'hui est exactement la même que celle qui désaltérait un tyrannosaure. On n'en fabrique pas de nouvelles, c'est une ressource millénaire et surtout strictement finie. On passe au niveau suivant, 80% gaspillage et pollution. Alors là, accrochons-nous. 1 milliard de mètres cubes. C'est la quantité astronomique d'eau qui est gaspillée chaque année, rien qu'en France, simplement à cause de bêtes fuites dans les tuyaux de distribution. Pour bien visualiser la chose, c'est l'équivalent d'un tiers du lac du Bourget, le plus grand lac naturel français, qui disparaîtrait dans la nature tous les ans. Et à la maison, cette absurdité continue. On utilise 40% de cette eau si précieuse pour se laver, et 20% partent directement dans les toilettes. On tire littéralement la chasse avec une eau potable exceptionnelle. Pendant ce temps, l'eau qu'on boit réellement ne représente qu'un minuscule pourcent de cet usage. Et comme si le gaspillage ne suffisait pas, il y a la pollution industrielle. On se souvient de la fameuse affaire Erin Brockovich, où l'entreprise spécifique Gaz & Electric avait empoisonné les nappes phréatiques au chrome hexavalent avec un accord final de 333 millions de dollars. Sans parler des récents scandales sur les systèmes de filtration cachés de géants de l'eau en bouteille, comme Nestlé. Bref, même l'eau qu'on croyait parfaitement pure est menacée. Nous voilà à la moitié du chemin. 50%, inégalité et privatisation. Quand la ressource se raréfie, les contrastes deviennent brutaux. D'un côté, on a une industrie du luxe presque lunaire qui va découper des icebergs au Groenland pour exporter des bouteilles d'eau à 10 € vers Dubaï. De l'autre, la dure réalité, 2 milliards d'êtres humains n'ont aucun accès sécurisé à l'eau potable chez eux et doivent s'en remettre à des puits de charité bricolés à la hâte. Face à cette pénurie, le capitalisme réagit en transformant l'eau en un produit financier ultra lucratif, comme le pétrole. En Australie, la privatisation a provoqué une spéculation massive sur les prix pendant les sécheresses. Et en Chine, le marché est tellement colossal qu'un homme, Zhang Shanshan, a amassé une fortune de 70 milliards d'euros en devenant l'un des plus riches du pays, uniquement grâce à son empire d'eau en bouteille. Le compte à rebours s'accélère. 10%, sécheresse et guerre mondiale. 3000 litres. C'est la quantité d'eau hallucinante qu'il faut pour produire un seul petit kilogramme de blé. Ça explique immédiatement pourquoi une sécheresse sévère peut du jour au lendemain précipiter des millions de personnes dans la famine. Sans un flux constant en eau, l'agriculture s'effondre. Et ce manque d'eau, c'est une véritable poudrière géopolitique. Prenons l'Égypte. Le pays dépend à 85% des eaux du Nil. Sauf que l'Éthiopie, juste en amont, construit un barrage géant, menaçant directement la survie de l'Égypte et créant des tensions internationales extrêmes. Ou encore le Chili, où la culture massive d'avocats pour l'exportation assèche complètement les réserves locales, allant jusqu'à déclencher des émeutes mortelles. L'accès à l'eau décide littéralement de la paix ou de la guerre. Pour survivre à ce stade, on déploie une ingénierie de l'extrême. Au Koweït, par exemple, 90% de l'eau potable est aujourd'hui fabriquée artificiellement. On utilise le dessalement thermique, où l'on fait bouillir l'eau de mer pour capter la vapeur pure, ou l'osmose inverse, qui force l'eau à travers de fines membranes pour bloquer le sel. C'est techniquement brillant, oui, mais ça coûte une véritable fortune et engloutit une énergie monumentale. On voit d'ailleurs des populations qui frôlent déjà les extrêmes pour s'hydrater. En Sibérie, sur les terres gelées du permafrost, les Yakoutes vont scier des blocs de glace de 50 cm directement dans les rivières pour subvenir à leurs besoins. À l'autre bout du globe, Singapour compense son manque d'espace en recyclant déjà 40% de toutes ses eaux usées, oui, l'eau des toilettes comprise, pour faire boire ses 6 millions d'habitants. Et nous y voilà, 0%, l'ultime mode survie. Ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point la science-fiction d'hier est notre réalité de survie aujourd'hui.
Les combinaisons qui recyclent l'eau dans Dune, la station spatiale de la NASA le fait déjà, en recyclant 98% de la sueur et de l'urine des astronautes. Le purificateur du film Waterworld a d'ailleurs poussé Kevin Costner à investir 20 millions de dollars dans un séparateur d'eau et de pétrole. Et l'eau en canette de Fallout trouve son équivalent avec des entreprises qui utilisent des panneaux solaires pour littéralement condenser l'humidité de l'air. Dans un monde sans eau douce, transformer les déchets humains en eau n'est plus un choix, c'est une obligation. C'est exactement le principe de l'omniprocesseur, financé par Bill Gates. La machine récupère les bouts d'égout, les chauffe pour extraire la vapeur, la filtre pour la boire et brûle ce qui reste pour s'auto-alimenter en énergie. C'est la boucle de survie ultime. Mais quand il n'y a plus de technologie, seul le corps humain doit faire barrage. Et les records d'endurance sont assez glaçants. Mauro Prosperi a survécu 10 jours perdu dans le Sahara en buvant sa propre urine. Andreas Miavec, lui, a été oublié pendant 18 jours dans une cellule de prison et n'a survécu qu'en léchant la condensation sur les murs froids. Voilà les extrémités vers lesquelles le corps bascule quand la source assèche. Bref, ce décryptage nous rappelle une constante tragique de notre espèce. On a fâcheusement tendance à attendre d'être au bord du gouffre pour réagir. C'est seulement face à la catastrophe qu'on déploiera en urgence des réseaux massifs de dessalement et des fermes de capture atmosphérique comme unique espoir de salut. Alors, la vraie question qui se pose aujourd'hui, va-t-on vraiment attendre que le compteur affiche un terrifiant 0% avant de protéger cette ressource ? L'eau est le socle de toute existence sur Terre. Merci d'avoir suivi cette analyse. Gardons bien en tête la valeur inestimable de chaque goutte avant qu'il ne soit définitivement trop tard.